Coin littéraire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à bord de ce second train de cette même journée. Une journée qu'on va appeler journée genre parce que après Oumou Amar Traoré, nous allons recevoir Monsieur Amadou Traoré. Donc une journée de Traoré également à bord du train. Deux conducteurs, une conductrice et un conducteur, tous deux Traoré, tous deux traitant de la question du genre. Et celui qui est avec nous ce soir, c'est bien Monsieur Amadou Traoré. Il est politique et écrivain malien. Il est docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l'université de Ségou, auteur de plusieurs livres, articles et communications scientifiques. Il est le lauréat du prix Raymond Vattier 2015, membre des comités scientifiques au Mali et à l'international. Il est responsable d'organisation de la société civile et conseiller municipal dans la commune de Kolokani. Et pourquoi ces livres, rapports sociaux des sexes au Mali, faut-il redéfinir le féminisme? Pourquoi? Parce que l'auteur part de ce constat que femmes et hommes sont deux entités naturellement complémentaires, ayant chacun un rôle et un statut spécifique dans la sphère de la production et de la reproduction. Ces rôles et statuts sont relativement constants sur le plan biologique et évoluent considérablement d'une société à une autre sur le plan social. Soucieux d'un impérialisme culturel de la part des institutions mondialisatrices et d'un dérèglement social et moral, Amadou Traoré propose de mettre l'accent dans ses livres sur la particularité des rapports sociaux de sexe au Mali afin de souligner les risques liés à un féminisme entaché d'idéologie aux moralités peu commodes. Alors, faut-il redéfinir le féminisme? Amadou Traoré, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Monsieur Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Robert. Merci d'avoir accepté d'être le conducteur de ce train. Merci. Alors, on parlait tout de suite. Vous parliez des bienfaits de ce train. Alors, que vous n'avez jamais été conducteur. Alors, quel effet ça vous fait d'être là en tant que conducteur et devant ces charmants publics? Ok, avant de commencer, j'exprime quand même mes sentiments par rapport à ma présence ici. Donc, je vous remercie d'abord. Et je commence par saluer Madame Keita, Fatoumata Keita, en tout cas, qui m'a proposé à cette émission. Donc, je la remercie. Et c'est un sentiment de fierté et d'honneur qui m'anime ici, parce qu'il s'agit d'une innovation. Au Mali, pour qui connaît l'essor de la littérature et des écrivains. Donc, dédier une émission, en tout cas à leur qualité, je pense que c'est à saluer. Donc, je suis très content et très honoré, en tout cas, d'être ici. Et d'innovation en innovation, M. Traoré, nous comptons continuer avec cette aventure pour l'information du grand public. Le premier train littéraire a démarré ici même à la gare le dernier jeudi du mois de juillet 2016. Ça fait quand même 4 ans que chaque mois on prend un auteur et des fois plusieurs auteurs le même mois. Cela dépend des circonstances telles que celles d'aujourd'hui. Ça dépend aussi des occasions comme pendant la rentrée littéraire où on peut enchaîner 3 journées de train littéraire avec 3-4 écrivains à la fois. Donc du coup, nous sommes à combien d'écrivains? Nous n'avons même plus le compte. Et en un premier temps, c'était une simple rencontre comme ça entre un écrivain et un public. Ensuite, c'est devenu une émission radiophonique. Maintenant, c'est radiophonique, c'est télévisé. Il y a beaucoup d'autres projets liés à tout ça. C'est une initiative de l'Espace Lagare, Bintili Communication, Radio Djoliba, Radio TV et Canal Plus comme partenaire voilà, du train depuis 2 ans maintenant. Et nous sommes très heureux, une fois de plus, de recevoir un enseignant, un sociologue, un écrivain pour parler alors de la problématique genre. Alors, quand on lit votre livre, et je vous informe que ce bouquin coûte 10 000 francs et il est exposé ici à l'Espace Lagare et vous pourrez le retrouver ici à chaque fois que vous en aurez besoin. Ça coûte seulement
10 000 francs, ne regardez pas le volume, un livre extrêmement riche. Et c'est une étude socio-anthropologique sur le milieu bamanan surtout. Alors, mais quand je regarde, des fois, M. Traoré, j'ai l'impression que c'est un roman. Souvent, un essai. Parce que dans ce livre-là, il y a un peu de tout. La poésie, les chansons. Finalement, comment on va même appeler ce genre-là que vous avez fait? Parce que j'ai compris que vous connaissez très bien tout ce qui est littérature. Alors, comment on va même appeler? Est-ce qu'un roman, finalement, ou un essai? Okay. Et merci quand même pour cette information et cette question qui veut dire que vous avez bien lu les livres. Tout à fait. Et je ne sais pas, peut-être ça pourra traduire ma personne. Je suis un sociologue. Je peux aussi m'appeler romancier. Et j'ai proposé ce livre à un éditeur et qui m'a posé la même question. Dans quelle catégorie on peut classer ces livres? Vraiment. Je suis un chercheur. Alors, c'est le fruit de la recherche. On sent cela dans les chapitres, notamment à partir du début et vers la fin. Mais on se voit dans un roman au milieu et encore dans la poésie de part et d'autre. Dans la pure sociologie après. Et il y a le regard sociologique, anthropologique, oui. Je dirais globalement, même religieux. Tout à fait. Parce que j'ai abordé dedans la Bible, le Coran, la philosophie aussi. Donc ce qui rend la qualification du livre complexe. Donc on pourra dire qu'il est tout simplement complexe. Par moment, vous êtes même traditionnaliste. Traditionnaliste aussi. Oui. Alors, cela traduit aussi la question des rapports sociaux des sexes. Parce que parler de rapports sociaux des sexes revient parfois à une tautologie, dans la mesure où ça parle de tout et de rien, parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a hommes et femmes qui sont en interaction. Alors, si on veut parler des rapports sociaux des sexes, ça ne peut pas être aussi simple. Et c'est ce qui qualifie la nature même du livre. Et d'ailleurs, vous le précisez, page 16-17, vous dites écrit sur les femmes relèverait d'une gageure. Oui. Tant le thème est coriace. Oui. Il existe une kyrielle de types de femmes et une multitude de questions les concernant. Face à cette panoplie, je me suis focalisé sur celles qui sont à la base. Il s'agit de celles qui n'ont jamais goûté au luxe, celles qui sont restées femmes sous le poids de la tradition et de la précarité, celles qui subissent particulièrement le poids des rapports sociaux. Alors, ces femmes sous le poids de la tradition, celles qui sont restées femmes sous le poids de la tradition et de la précarité, celles qui subissent particulièrement le poids des rapports sociaux. Alors, pourquoi principalement sur ces femmes-là? En tout cas, parce qu'à l'opposé, il y a les femmes des grands bureaux, il y a les femmes des grandes affaires. Et pourquoi celles-ci? Ok, avant quand même d'entrer dans la réponse à cette question, je profite pour remercier Fatouma Oumou, ma soeur, par rapport à son livre que je n'ai pas eu la chance de lire encore, mais que voilà, je le lirai avec plaisir. Elle a presque exposé les livres. À travers ce que j'ai suivi, je suis venu en retard, mais j'ai vu qu'elle a abordé les livres dans un sens. Et pour répondre à cette question, je m'avais lire un passage du livre. Allez-y. Donc, avant de parler des femmes, et de façon scientifique, j'ai voulu quand même qu'elles comprennent que je suis avec elles. D'accord. C'est important. Il y a dans ce livre une empathie, parce que en lisant les livres, parfois, on se voit face à un machiste, mais tantôt on se voit face à un féministe aussi. Et c'est pour cela que vers la fin, j'ai dit que ce livre n'est pas l'œuvre d'un homme ni d'une femme. Mais je veux quand même que ce soit une lecture scientifique de la chose.
Alors, les femmes, c'est pour vous, hein. Femmes, à la page 19. Chère femme, je te vois venir, camouflée sous la couverture de l'humilité. Tu es dans les besoins de gérer tes entretiens et activités les plus intimes, les besoins de gérer ton apparence publique et ton bien-être. Au service du public, tu es oublié face au prestige. Par humilité pudique, tu ne veux pas que je le sache. Tu préfères te débrouiller à travers des activités nobles. Marcher sous le poids du fagot de bois pour la cuisine, marcher à la recherche des marchandises au marché, marcher à la recherche de tes enfants en marche. Est pour toi une fierté et de la noblesse, car pour toi, le travail constitue une bénédiction pour l'humanité. La tristesse, la fatigue, la douleur de l'enfantement jalonnent ton destin. Être pacifique et magnifique, tu ne mérites point de souffrance supplémentaire, pas une quantité d'or, ni une somme d'argent ou autre objet odoreux ne suffisent pour te récompenser. Ton humilité, ta persévérance relèvent d'un sens élevé de responsabilité. Femme, n'ayant rien à te donner, je te garde dans mon cœur et je répugne à te voir souffrir. Trouve dans ces lignes si courtes, si modestes, mon amour et ma reconnaissance. Femme. Vous parlez ici d'une mère. Oui, on applaudit. On applaudit. Femme ici, il s'agit de la mère, il s'agit de la chérie, il s'agit de la fille, il s'agit de qui? De quelle femme? On dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Hein? Alors, j'ai derrière moi une grand-mère, et une mère, une épouse, et je dirais bien des amis qui me réconfortent et qui me renforcent. Et là, je pense qu'il ne faut pas les oublier. Notre succès dépend des femmes. Alors j'ai parlé de la femme rurale pour évoquer une expérience de vie en quelque sorte. Je suis d'un milieu rural. J'ai une maman rurale et j'ai vécu le milieu rural et le milieu urbain. J'ai voulu étaler un peu ce que vivent ces femmes rurales. C'est vrai, on parle d'émancipation, on parle d'égalité, mais en réalité, face à leur situation, j'ai cette impression que ça n'évolue pas. Mais malgré cela, il y a cette obéissance. Donc, j'ai voulu mettre un accent sur ça, afin que l'on comprenne que les rapports sociaux des sexes ne se limitent pas à la ville. Sinon, vers la fin, j'ai évoqué les sociétés ultramodernes face au genre. Et j'ai parlé même de déluge à ce niveau. Et je pense aussi que ce n'est pas ce que souhaitent nos femmes. C'est-à-dire à un certain niveau de féminisme, notamment le féminisme radical, on sort du contexte social et anthropologique. Et c'est ce qui m'a amené à poser la question vers la fin. Est-ce qu'il faut repenser ou redéfinir le féminisme? En tout cas, page 60, vous écrivez « Il faut comprendre qu'au Mali, en dépit de toutes ces considérations, la femme est considérablement valorisée et respectée. On considère d'ailleurs que la force d'un homme réside dans ses rapports avec sa mère, sa tante, sa sœur, sa femme. En faisant aussi allusion au soutien latent des femmes, ne dit-on pas le plus souvent qu'elle lui porte conseil? Même si sa place se trouve derrière son mari, la femme joue un grand rôle dans les palabres Bamana. Malgré cette considération, elle est parfois sujette à des questions présomptives, telles que le terré. En effet, dans la plupart des cas, à un âge avancé, c'est surtout elle qui est par exemple accusée de sorcellerie. Alors ça m'a inspiré une question, M. Traoré. Vous-même, vous avez parlé de terré. Oui. Et quand on regarde beaucoup d'autres éléments,
est-ce qu'on ne peut pas dire que sociologiquement, il y a moins d'éléments pour dire que nous sommes dans des sociétés qui valorisent et respectent la femme que d'éléments qui prouvent plutôt tout le contraire? Effectivement, je dis que chez nous, un passage que je n'ai pas alludé, que la femme est tellement honorée au Mali qu'elle signifie ou elle symbolise l'honneur. Quand on salue un homme, en Bambara, il dit Mba, ça c'est ma mère. Voilà, si j'ai atteint ce niveau, c'est grâce à ma mère. Et une femme qui dit Mse, donc c'est ma force. Donc ça veut dire que la femme est forte. Et ça c'est un symbole du respect de la femme. Alors, la réussite de l'enfant chez nous, dans notre compréhension socio-anthropologique, on dit qu'elle dépend de la femme. Mais malheureusement, on pense aussi que l'échec de l'enfant aussi dépend de la maman. Alors, est-ce que cette façon de penser aussi est positive ou négative? Parce que positivement, on dit que oui, l'enfant réussit, c'est sa mère qui a été à la hauteur. Et l'enfant qui échoue, on dit que sa maman n'a pas été à la hauteur. Alors, est-ce que scientifiquement, les deux sont liés? Et si tel est le cas, est-ce que c'est une bonne façon de penser? Est-ce que ça encourage l'excellence? Alors, à ce niveau, est-ce que ce n'est pas pour inciter les femmes à la soumission? On n'est pas contre la soumission, mais à un certain niveau, j'ai parlé du sexage. Et au sein du féminisme, on parle de ça. Parce que la femme, à un certain niveau, on abuse d'elle. Et là, j'ai un peu évoqué cela aussi dans les livres. Mais l'homme malien qui respecte la femme, il s'agit de quelle femme? Sa mère plutôt, non? Quand on suit votre explication, est-ce que la femme ici, il ne s'agit pas plutôt de la mère? Parce que quand on regarde M. Traoré, d'autres éléments, par exemple, on dit que la femme, c'est le sexe faible. On dit par exemple, on dit par exemple qu'il faut donner son cœur à la femme, jamais sa confiance. C'est aux femmes qu'on donne une heure d'entrée, une heure de sortie, plus les terrains que vous-même vous évoquez, plus le fait que l'échec des enfants est tout de suite amputé aux femmes. Et quand on regarde tous ces éléments, en définitive, peut-on dire que nous sommes une société qui respecte la femme tout court, ou plutôt la mère? J'ai parlé du modèle de féminisme au Mali et j'ai parlé de la femme malienne entre abus et endoctrinement. Très bien. Et je pense qu'il faut développer la réflexion autour de ces chapitres. Femme malienne entre abus et endoctrinement. Et la femme obéissance, est-ce qu'il ne s'agit pas de considérer l'homme comme un être supérieur par rapport à la femme? À ce niveau, j'ai parlé de l'apport de la tradition et même des religions qui contribuent à ces faits. En tout cas, de considérer l'homme comme un être supérieur. Donc la femme doit soumission. Et contre quoi? On dit la bénédiction, on dit pour la réussite des enfants. Alors, à ce niveau, on peut parler d'abus et on peut parler d'endoctrinement. Parce que ce que j'ai eu à le dire, chaque fois on se dit qu'il faut qu'on se réfère à la tradition, à la société, mais il faut se dire que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose ici et tout n'est même pas rose ailleurs. Voilà ce qu'il faut comprendre à partir de ces passages. D'accord. Page 79, là, on est carrément dans la poésie, une fois de plus, et c'est un poème qui m'a vraiment marqué. J'ai une question et aussi, je vous demanderai de commenter un peu. Page 79. Ok. Le poème s'intitule Souffrance. 79. Ok. Souffrance. Oui. Sous un soleil ardent. J'aimerais le lire. Oui. Monsieur Traoré, j'aimerais le lire tellement que c'est beau. J'aimerais le lire avec mon propre rythme. Ok. Et vous verrez que vous allez aimer ça, quoi. Oui. Oui, applaudissez-moi. Tellement que j'ai aimé.
Il me faut bûcher ça. Il me faut bûcher ça. Je profiterai rapidement pour les lire, au moins pour ceux qui n'auront pas l'occasion de lire le livre. Vous allez lire l'intégralité après moi. Ok. J'ai bien compris. Je tiens à avoir la primauté ici. Ça marche. Ouais. Okay. Non, mais c'est un passage. Oui. Ne vous lassez point. Ne doutez point de la positivité de l'ordre naturel qui aura toujours le dernier mot. Oui. Vous ne serez jamais abandonné par le firmament qui vous met à l'épreuve. Méfiez-vous de la tentation, surtout du bonheur immédiat et de la facilité. La souffrance est un maître. Waouh. Non, on applaudit. Maintenant, je vous laisse lire tous les textes. Ok. Merci, cher Dissa. Ok, souffrance, c'est le titre. Sous un soleil ardent où le zénith est loin d'être atteint, je vois la tristesse, le désespoir, les conflits. Au rythme de l'humanité, vous serez confrontés à la méfiance, à la haine, à l'hypocrisie. Mais tout soleil atteindra un zénith, puis se déclinera pour être mangé par un crépuscule. Votre crépuscule s'annonce, un crépuscule merveilleux qui arrive à pas de caméléon. Ne vous lassez point. Ne doutez point de la positivité de l'ordre naturel qui aura toujours les derniers mots. Vous ne serez jamais abandonné par le firmament qui vous met à l'épreuve. Méfiez-vous de la tentation, surtout du bonheur immédiat et de la facilité. La souffrance est un maître. Acceptez de souffrir pour les autres, surtout pour la postérité. Soyez optimistes, audacieuse et positive pendant toute la vie. Vous récolterez les fruits, un fruit bien mérité et noble, doux et toujours utile. Mal acquis, son goût devient amer. Ne vous lassez point. Vous avez la bénédiction et la protection du firmament. Ouais. Donc voilà le passage. Wow. Et ça, c'est les paroles d'un Kunganko Kono. Oui. À une mère et à sa fille. Oui. En proie à la solitude, à l'abandon des leurs. C'est ça. Sommes-nous dans la pure fiction où le texte est 100% de vous? Sommes-nous dans une tradition qu'on vous a enseignée à l'enfance? Ces chants, ces poèmes, est-ce le vôtre ou votre propre intuition, votre propre imagination, votre propre inspiration? Ou alors, s'agit-il d'une histoire vraie et où le Kunganko Kononi a exactement dit ça? Ok, très bien. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Et en fait, ce livre traduit une partie de ma vie. Je le dirais, même si c'est de la fiction. Et ce n'est pas mon premier livre. Mais c'est le livre que j'ai l'habitude de lire après l'écriture. Parce qu'on n'a pas l'habitude de lire ses œuvres anciennes. On écrit et on a les données en tête. Ce sont plutôt les autres qui lisent le plus. Mais ces livres, il m'arrive de le prendre et de les relire, malgré que ce soit mon écriture. Alors, si on parle de Kunganko Kono qui dit ça, il s'agit ici de la tradition d'une valeur, je dirais même ancestrale, locale, où on croit aux signes, où tout parle, où il y a ce qu'on appelle un animisme. Les signes parlent, les oiseaux parlent, la position du vent parle, et tout a une interprétation. Un Kunganko qui tout de suite chante, tu trouveras quelqu'un qui va donner un sens à la chanson. Alors c'est pour dire que même ces éléments de la nature contribuent à la reconnaissance de l'effort de la femme. Et c'est ce que nous voyons ici. Et qui dit aux femmes d'être sereines,
d'éviter de tomber dans les pièges de la facilité, qui est ce qu'on appelle la tentation. Alors, malgré tout ce qui se passe, il faut lutter, mais cette lutte doit se faire dans la sérénité, dans le respect des normes, dans le respect des traditions, parce que chaque société a un fondement. Et ce livre a été préfacé par Magma, et j'ai beaucoup apprécié la préface, qui dit qu'il ne faut pas transplanter les valeurs d'une société par celles d'une autre société. Il parle même de la toiture d'une case, oui, qui ne peut servir exactement de la même façon pour une autre. Pour une autre. Oui. Dans la préface, il est dit. C'est ça. Alors, c'est vrai. La femme, parce que dans la conception féministe des rapports sociaux des sexes, on dit que les femmes souffrent d'une oppression systématique et spécifique. Donc, spécifique seulement parce qu'elles sont femmes, et systématique, ça veut dire que toutes les femmes sont concernées et qu'il faut changer. À travers quoi? Des luttes. Et on peut lutter de plusieurs manières et parfois et à travers des façons violentes. Chez nous, la femme a toujours lutté. Et le féminisme, ça a existé chez nous. On parle de Nyeleni. Alors, pour symboliser la bravoure de la femme. Et j'ai parlé à un certain niveau de la violence, même quand il arrive à ce niveau où la femme qui n'a pas d'armes, qui n'a pas d'autre force, est amenée à se déshabiller. Donc ça, c'est à ce niveau, à l'extrême. Donc, il y a des méthodes, des façons de faire ici, et qui doivent tenir compte de nos réalités. Alors, la femme se déshabille parce que le corps de la femme est sacré. Donc, si on arrive là, ça veut dire que trop, c'est trop. Alors, ça veut dire que nous avons un regard face à la femme. Donc, il faudra tenir compte de ces valeurs, en tout cas, pour pouvoir lutter et aboutir à ce qu'on appelle des résultats profitables. Sinon, à un certain niveau, ça va aboutir à la désolation. Et le premier titre que j'avais donné au livre, c'était « De la horde à la horde ». Mais j'ai dit, est-ce que les gens vont comprendre ce titre? De la horde, là, ça veut dire que l'humanité vient d'une horde. Finalement, ça va être le premier chapitre, voilà, quasiment du livre. Le premier chapitre, c'est de la horde. Voilà. L'humanité, on est soit venu de Adam et de Ève, ou pour les scientifiques, ceux qui croient à la thèse scientifique, de l'évolution développée par Darwin. Alors, à l'époque, c'était du matriarcat. Il n'y avait pas de mariage, ainsi de suite. Donc, c'était le chaos. Donc, la vie de la horde sauvage. Il y a eu le mariage après, le patriarcat, pour établir un peu d'ordre, même si certains n'acceptent pas cela. Parce que avant le patriarcat, avec le matriarcat, l'enfant appartient à la femme. À travers la naissance directement, on n'a pas besoin d'expliquer. Mais qui est son père? Il faut des interprétations. Alors avec le patriarcat, l'instauration du mariage, le père est déjà connu, donc il y a moins de problèmes autour de la paternité. Donc on est sorti de la horde sauvage et pour atteindre un certain niveau d'organisation de la société où le mariage constitue un facteur d'organisation et un garant de la stabilité sociale, parce que tout enfant issu d'un mariage appartient au mari quand même de la mère. Alors, si le mariage est bafoué, ça veut dire qu'on retourne à une autre forme de ordre. Cette fois-ci artificielle, parce qu'avant la société était inorganisée, ce n'était pas organisé, mais cette fois-ci, la société tend vers la désorganisation. C'était organisé, mais ça se désorganise à travers tout ce que nous voyons, parce qu'il y avait un rôle traditionnel, et je dirais même naturel, pour la femme. L'enfantement est naturel et appartient à la femme. Et pour ce faire, elle doit rester à côté de l'enfant. Et l'homme a cette obligation de s'occuper de sa famille. Alors, progressivement, avec le développement de la société, avec l'extension de la division du travail, on ne tient plus compte du statut, mais de la compétence.
Donc une société fondée sur la division organique du travail, selon Émile Durkheim, comme vous êtes sociologue. Alors à ce niveau, le rôle traditionnel souffre. Ce qui est enfantement demande en tout cas à des exigences, la disponibilité pour le foyer, pour l'entretien des enfants. Alors avec la division organique, les rôles changent, les rôles évoluent. Est-ce que l'homme peut jouer le rôle traditionnel de la femme? Est-ce que la femme peut suffisamment jouer le rôle de l'homme? Donc on vit ces problèmes aujourd'hui. Et ce qui nous amène parfois à des situations de procréation, PMA, fécondation, in vitro, tout. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a même la qualité, la valeur même de l'homme en tant qu'humain qui est en cause. Donc cela va quand même du respect des valeurs des rapports sociaux des sexes. Et pourquoi je n'ai pas utilisé le terme genre ici? Parce que le genre va au-delà de ce que nous appelons genre aujourd'hui. Nous voulons assimiler le genre aux questions des femmes, alors que le genre concerne toutes les catégories de la société. Les handicapés, les minorités, les femmes, les hommes. Donc le genre veut dire qu'il faut le minimum nécessaire à tout le monde, que l'on soit femme, homme, minorité et handicapé ou autre. Mais si je parle des rapports sociaux des sexes, il s'agit spécifiquement des rapports entre l'homme et de la femme dans la société. Et pour ces rapports, nous avons des fondements de notre société. À ne pas oublier, parce que si on est là encore, c'est grâce à ces fondements. Le Mali a subi des coups. Le Mali continue à subir des coups. Mais malgré tout ça, on est ensemble, on vit ensemble. Il faut questionner cela, pourquoi on est encore ensemble et pourquoi malgré tout ça, on se retrouve, on rit ensemble, on fait le mariage continue, alors le brassage ça continue, parce qu'on a des fondements qui transcendent même l'état moderne ou ce qu'on appelle les pays modernes. Alors il ne faut pas oublier ces valeurs, c'est pour cela que je mets l'accent sur les Konkankokono et donc de façon fictive pour pouvoir donner sens aux valeurs, aux façons de penser qui sont, je dirais, entre parenthèses, les nôtres. D'accord. Et nous sommes dans le Bélédougou traditionnel. Il y a beaucoup d'histoires qui se racontent. Vous partez d'une longue histoire. Parce que c'est une histoire de 3 voire 4 générations. Et avant, je vais essayer de présenter juste le décor. Je vois 2 grandes familles en fait. À partir de Makorochi, moi je vois 2 grandes familles. On a la famille de Makorochi et ses frères, à la disparition de leurs parents. On a la famille alors de la mère de Sunkura, parce que vous utilisez le nom Bamana qui m'échappe, mais la mère de Sunkura, la famille de la mère de Sunkura, qui avait ses représentants, Tchessiri et Fakoro. Voilà. Alors, eux étant d'une certaine génération, la génération aînée, oui, ils arrivaient à se soutenir. Il y avait une fraternité très forte entre eux, quand bien même que la mère de Sunkura est abandonnée par la famille de Makorochi. Oui. Elle revient auprès de son oncle Tchessiri, oui, qui va bien prendre soin d'elle et de ses enfants et oui, tout. Mais par contre, on voit Makorochi, qui est le jeune premier, oui, qui est riche, qui est reconnu, qui est réputé pour sa largesse, oui, qui plaisait à tout le monde, qui était gentil avec tout le monde, qui était le plus riche quasiment de la contrée, qui disparaît, qui meurt. oui. Et à sa mort, ses frères refusent même de faire les lévirats. Oui. On pille ses greniers, on pille ses biens, on laisse son épouse et ses orphelins à leur sort. Oui. Alors, mais dans les 2 cas, nous sommes dans le milieu Bamana. Oui.
Comment expliquez-vous ces différences? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes exogènes qui ont amené des changements d'ordre humain de ces gens, de la génération seulement des pères à leurs fils? Que s'est-il passé pour que d'un côté, on puisse voir des frères soudés, liés, même après la mort des uns et des autres? Oui. Mais de l'autre côté, il suffit seulement qu'un seul meure, on pille ses biens, on abandonne ses enfants. Mais dans le même lieu. Oui. Comment expliquez-vous ces contradictions entre ces deux familles, mais qui sont dans le même lieu? Et presque à la même époque. Et presque à la même époque. Merci encore pour cette question. Et c'est pour mettre l'accent sur la valeur de la femme encore. Parce que j'ai dit dans mes propos que tout n'est pas rose et dans n'importe quelle société. Et dans le premier cas où le conjoint est décédé, et à peine après son décès, on a pillé tout et on a abandonné la femme. Ouais. Et les enfants. Donc c'est pour vous dire aussi que la femme se trouve en insécurité. Oui. L'insécurité, parce que dans le partage de l'héritage, il y a la femme, vous dites. La femme est un élément qui est hérité. Ça mérite une réflexion. Ouais. Donc, elle, non seulement elle n'est pas... Bon, on va dire qu'elle est soutenue par ses frères qui bénéficient de sa part pour lui venir en aide. Bon, tout ça, on peut comprendre. Mais à l'époque, si cela était opérationnel, dans une société capitaliste, individualiste, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur cette façon de faire? Donc, le bien, à un certain niveau, a tendance à primer sur la femme et qui est abandonnée par non seulement les frères de son mari défunt, mais par la communauté. Mais elle est accueillie par ses parents et qui étaient soudés. Et c'est l'aîné d'ailleurs, le cadet du père qui s'occupe d'elle. Et à partir de là, elle ne manque de rien. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, il y a la solidarité, il y a tout, mais il y a certains éléments qui échappent à la société et qui peuvent tourner contre la femme. On dit que ses frères sont là pour la soutenir. Mais ça, c'est au cas où ça marche. Et si ça ne marchait pas? Dans ces cas spécifiques où on l'a chassée. Alors, il y a une sorte d'injustice parce qu'elle n'a pas sa part dans la mesure où elle-même constitue une partie de l'héritage. Tout à fait. Elle devrait y revenir à quelqu'un. Donc, il n'y a rien pour elle. Donc, pour dire que dans une société, c'est vrai, il peut y avoir un penchant positif pour la femme, mais il y a des éléments qui échappent à la société et qui peuvent jouer sur la femme. Parce que le passage m'a révolté en fait. Oui. Comment on peut prendre tous les biens de son frère? On exclut ses propres, on exclut ses enfants. On ne veut pas prendre sa veuve dans le système du Lévira. Oui. Et la société tout entière est là, observe ça, ne dit absolument rien. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais la question que j'ai à poser aux sociologues que vous êtes, oui. Est-ce que dans le Lévira, seul l'homme a le droit à la prétention, c'est-à-dire le frère cadet du mari, est-ce qu'il a le choix? Parce que ça se passe comme s'il a le choix. Parce qu'il a refusé de prendre la veuve de son frère. Par contre, il s'est accaparé tous ses biens. Il ne s'est pas occupé de ses enfants. Que lorsque la veuve veut quitter le village avec les enfants, il va les poursuivre dans la nuit pour aller prendre et retirer les garçons les plus âgés et il laisse la femme continuer avec les filles encore. Oui. Sans aucune attention. Je me pose la question, comment la société, Bamana aussi,
pouvait fermer les yeux sur de telles injustices? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ok. Il ne s'agit pas là d'un qualificatif de la société tout entière, mais c'est pour montrer qu'il y a des éventualités. Okay. Pour montrer que tout n'est pas rose dans la société et que de telles situations peuvent arriver et échapper à tout contrôle, parce que s'il y a solidarité entre différents éléments de la société, et l'autre formellement, on l'attribue la femme de façon officielle, mais dans les faits, est-ce qu'il joue ses rôles de conjoint? Alors la femme a un certain niveau de souffrance, elle se cherche. Donc il s'agit un peu de ça. Et c'est pour montrer la valeur que la société donne aux garçons à ce niveau, où le monsieur a tenu aux garçons du fait qu'il est allé à maintes reprises pour chercher les garçons, mais il n'a pas évoqué les filles. Donc c'est pour montrer la place que l'on donne aux garçons dans la société. Et je pense que cela a été évoqué dans une question posée avant que j'arrive. Tout à fait. Voilà. En tout cas, dans le récit, oui, Makarov va beaucoup souffrir. Sa fille, Sunkurani, c'est ça? Sunkurani. Voilà, aussi va beaucoup souffrir. Oui. Mais c'est les enfants de Sunkurani, suite à une prédiction qui avait été faite par le Kunga. Oui. Alors c'est les enfants de Sunkurani qui vont tous réussir. Oui. Est-ce quelque part vous épousez l'idée selon laquelle Nimsoumouyouna a Deme Barka? J'ai cité un passage d'Ibrahim Eli dans les livres. Donc il dira que notre société met la femme au centre. Donc un enfant qui réussit, on l'attribue à sa femme. Et il échoue encore, on dit que c'est la femme. Et de toute façon, même si on est scientifique à un certain niveau, on a certaines croyances. On croit à la force de la femme. Et moi, je crois qu'une bonne femme assure l'avenir de ses enfants. Par bonne femme. Oh. Bonne femme. J'aimerais qu'on définisse voilà, le concept de bonne femme ici. Une bonne femme, toute femme est bonne, hein, je dirais. Alors, si je dis bonne ou mauvaise, j'entre dans une considération normative, mais on est dans les croyances. Voilà, mais au niveau scientifique, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes, parce que chacun agit selon son entendement, selon ses intérêts. Voilà, il ne faut pas forcer une femme à se soumettre à un ordre qu'elle ne veut pas, parce qu'on est dans une logique, en tout cas capitaliste, où la liberté prime. C'est ça même une logique de la société. Et la femme qui est conforme aux valeurs, il ne s'agit pas de la soumission, forcément. Elle est toujours bonne. Et l'enfant, c'est la femme. L'enfant, c'est la maman. Oui. L'éducation de l'enfant, c'est la maman. En tout cas, la tendre enfance jusqu'à un certain niveau. C'est vraiment les mamans, oui. C'est les mamans. Nous, hommes, on n'est jamais sur place. On est toujours en déplacement. Et c'est la femme. La bonne femme, c'est la mère. Toute mère est bonne. Et c'est l'éducatrice. C'est elle qui donne des bons conseils aux enfants. Et la réussite, ce n'est pas forcément parce qu'elle a été soumise, mais la réussite dépend de l'éducation. Et cette éducation, c'est vrai, le père joue un rôle, en tout cas incontestable, mais le premier rôle revient à la femme, donc qui gouverne en tout cas les premiers pas de l'enfant. Et si je dis bonne femme, il s'agit d'une femme qui s'inscrit dans cette logique de mère, d'éducatrice. Et une femme battante. Son enfant, quand même, s'inspire d'elle et peut réussir. Et toujours au sociologue, je m'adresse, parce que nul doute, en tant que sociologue, en vous lisant, j'ai compris que vous connaissez vraiment les Bélédou. Vous parlez des rites, des passages, vous parlez des formes de mariage, vous parlez même des prénoms, les 7 prénoms, voilà, des 7 premiers enfants d'une même mère. Oui. Vous parlez des dieux du milieu. Bref, vous connaissez très bien le milieu
Bamanan traditionnel. Oui. Alors, moi, une fois, j'ai posé cette question à un traditionnaliste. Vous dites ni Moussoumouyouna à Barka. Comment comprendre alors que deux enfants d'une même mère, l'un devient ministre, l'autre voleur incarcéré à la maison centrale d'arrêt? Comment comprendre? Très bonne question. Voilà. Et il faut redéfinir les notions. En science, on parle de conceptualisation, surtout en sociologie. Justement, c'est au sociologue que je pose la question. Oui. Si on dit la réussite, alors, Karsakra Mokoye ça, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a accès à un poste. Alors, est-ce que être quelqu'un, c'est le riche qui est quelqu'un et le pauvre n'est pas quelqu'un? Donc, la notion même, est-ce qu'on sait... Être quelqu'un, voilà, au Mali, là, c'est celui qui a l'argent. Ok, est-ce que... Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, expliquer le fait d'être riche et réduire ça à être quelqu'un? Donc, la notion mérite d'être développée. La réussite, ça veut dire quoi? Et il faut se dire que dans la vie, tout est relatif. Hier ou avant-hier, quelqu'un m'a posé la question par rapport à la fréquence des divorces. J'ai donné une réponse en parlant de l'évolution. C'est la réalité de l'époque. Et il y a l'autre qui prend le micro pour dire que non, il s'agit de l'égoïsme, l'homme ne veut pas que sa femme travaille. J'ai dit que non, tout ça c'est relatif. Hein. Chacun peut raconter son cas. On peut avoir des typologies de cas tout de suite. Mais il faut mettre tout ça dans la globalité. Alors, lier la réussite de l'enfant à la soumission de sa mère, en sociologie, c'est un bon thème. Et ça mérite une réflexion. Et en philosophie, je pense qu'il faut repenser et conceptualiser, notamment la notion de réussite. Et comme vous parlez de conceptualiser, oui, de repenser, et nous allons bientôt passer la parole au public. Oui. Vous dites, faut-il redéfinir le féminisme? Vous posez la question, oui, on vous la pose. Le féminisme, c'est une question que j'ai posée, en tout cas au début, le titre même, voilà, c'est la problématique posée, la question de départ. Et à la fin encore, la même question est posée. Ça veut dire que le débat est encore ouvert. Mais quel est votre, ça veut dire d'abord que tout ce qui a été dit ici, de façon scientifique, est relatif. Et tout ce qui est dit par rapport à la société de Beledougou ne peut pas traduire le Beledougou. Tout est relatif ici. Alors, dans la logique scientifique, il faut cette ouverture pour dire que alors tout ça, ça peut évoluer. Mais le féminisme, on peut essayer de le comprendre et voir un peu quelles sont ses sources. En fonction de ça, est-ce que ça a un rapport avec notre société? Parce que si on doit définir le féminisme, ça veut dire est-ce qu'il y a un modèle universel des rapports sociaux? Bonne question. Donc, ça c'est une question. Est-ce que nous, on est obligé de vivre comme les Français? Est-ce qu'on est obligé de vivre comme les Américains ou autres? Et notre propre modèle social. Je pense que notre société diffère d'autres sociétés sur le plan géographique, sur le plan social, sur le plan économique. Et sachant que ces éléments jouent sur le comportement de l'homme, nos comportements ne peuvent pas, en tout cas, être les mêmes que ceux de ceux-ci. Donc, il doit y avoir une particularité. Le féminisme doit avoir des frontières. Sinon, ça pourra piétiner des aspects, des fondements des sociétés. Et c'est pour cela que la question a été posée, ce qu'il faut, afin que des sociétés n'en subissent pas. Du coup, on aurait eu
un féminisme à Bamako, qui serait différent d'un féminisme à Bélédougou, qui va être différent d'un féminisme à Molodo, qui va être différent d'un féminisme à Kita, alors, à Banganeda. Par rapport à cette question, je parle de l'international. Ah, ok. Et les œuvres féministes sont généralement occidentales. Si on parle de Daniel Kierkegaard, de Anne Oakley, voilà, de Simone de Beauvoir, alors c'est des noms qui dominent la pensée féministe. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément la connaissance de nos sociétés, qui ne connaissent pas forcément les fondements de nos sociétés, qui ne connaissent pas forcément la valeur attribuée à la femme de chez nous. Je donnerai par rapport au Mali, je mettrai plus d'accent sur les dires de Oumou Traoré que voilà, les données d'une autre féministe qui ne connaît rien du Mali. Voilà, donc à ce niveau, je pense qu'il faut valoriser la réflexion sur les valeurs locales et surtout par les locaux aussi. Les étrangers ne sont pas exclus, mais on connaît ce qui est opérationnel de ce qui ne l'est pas. À ce niveau, je pense que le féminisme universel n'est pas forcément opérationnel. Donc il faut des particularités. Et au sein même du pays, même pays, justement, alors, c'est là ma question. Au sein du pays, la notion des femmes, même au Mali. La notion des femmes évolue d'une région à une autre, d'une ethnie à une autre. Alors, vouloir quand même harmoniser les pratiques féministes relève en tout cas je pense que d'une ambition assez démesurée. Mais quel est le minimum qu'on peut trouver entre tous ces féminismes-là? Et le féminisme égalitaire, pour dire que l'homme ne vaut pas mieux que la femme aussi ne vaut pas mieux que l'homme. Il faut attribuer les mêmes valeurs et aux mêmes catégories. Alors, même s'il faut un penchant pour la femme, je suis d'accord. Parce que la femme, sur le plan biologique, elle est un peu, je dirais, pénalisée, je dirais ça entre parenthèses. D'autres peuvent comprendre autrement. Donc, la société doit avoir un penchant pour les femmes. Et ces femmes aussi doivent comprendre qu'elles ont un statut et un rôle qui doit évoluer en phase avec les réalités de la société. Et on est un peu dominé par la force des financements étrangers. Donc ce qui fait que les féministes ne sont pas forcément ce qu'elles disent. Alors c'est le gros du problème. Parce qu'il faut être pragmatique, il faut évoluer en phase avec les réalités. Mais avec des financements, les idées sont conçues ailleurs, il faut les mettre en pratique. Donc pour pouvoir changer les pratiques, les façons de voir les choses, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle les couacs. Donc ça peut ne pas marcher. D'accord. Amadou Traoré, que je vous demande d'applaudir. Rapports sociaux des sexes au Mali, faut-il redéfinir le féminisme? Alors, mesdames, messieurs, vous avez la parole pour lui poser vos questions, pour faire des contributions également. Je suis El-Hadji Diko. Alors, j'aimerais d'abord remercier les deux auteurs. C'est quand même, aujourd'hui, on a eu une aubaine d'informations. On a beaucoup appris. Je vais partir à la maison vraiment. Si je n'ai pas pris 5-6 poids, c'est 6 kilos de poids, je crois que ça serait plus. C'est dans ce sens que j'aimerais parler, surtout parce qu'aujourd'hui on parle de féminisme. J'ai lu un livre récemment de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, je crois. Et ils ont cette optique-là de parler de justice pour la femme, de justice, d'égalité homme-femme. Et moi, ça me taraude puisque j'ai lu d'autres œuvres qui abordent dans d'autres sens. Amadou Hampâté-Bâ, dans son célèbre œuvre intitulée Wangrin, l'étrange destin de Wangrin, il dit « Tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je le dois une fois seulement à mon père et 2 fois à ma mère. » Alors, est-ce que nous devons plutôt parler de justice ou plutôt d'équité? Est-ce que nous devons donner à chacun? Par exemple, si j'ai 10 000 francs et que j'ai un homme et une femme, est-ce que je dois donner 5 000 francs à la femme
et 5 000 francs à l'homme et ne respecter personne. Ou bien, je dois donner 7 500 à l'homme, 2 500 à la femme et vénérer la femme. Et l'aimer, la chérir, l'attendrir. On parle de justice ou d'équité à ce niveau-là. J'aimerais vraiment qu'on s'appuie sur ça. Est-ce l'égalité que nous cherchons? Parce que pour moi, en tout cas moi personnellement, et puis est-ce qu'on a demandé exactement aux femmes quelles sont les conditions dans lesquelles elles voudront évoluer? Par exemple, moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Mon père, c'était mon pote. Je discute avec lui comme je veux, je le taquine, voilà. Je lis un livre, je lui dis, tu n'as pas lu tel livre. Mais je n'ai pas cette latitude avec ma mère. Parce qu'on m'a dit, ne badine pas avec la maman. Dès que tu vas à gauche, c'est foutu, tu ne vas pas réussir. Alors moi, je vais réussir. On me dit, tu veux être riche, non, tu veux avoir le bac, la licence, le master, c'est la mère au fait. Donc il faut faire attention à la maman. Est-ce que ce n'est pas plutôt cette place qu'on doit donner à la femme? Est-ce qu'on ne doit pas se limiter à cette place et ne pas aller au-delà? Est-ce qu'elle pourra avoir mieux si on l'enlève de cette place-là? On la retire, non, elle n'est plus à la place où elle doit être vénérée comme un dieu, mais on l'amène sur la scène où elle doit être égale avec l'homme dans ce tiraillement-là. Est-ce vraiment ce qu'elle veut? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça le combat de la femme? Est-ce que c'est ce qui doit être le combat de la femme? Et cette question, j'aimerais qu'elle soit évoquée ici. Et la question même des religions, on avait parlé, oui, je vais aller très vite. Est-ce une façon de dire que Dieu lui-même il est masculiniste? Voilà, un mot qui n'est tellement pas utilisé qu'on ne sait même pas qu'il existe. Bon, je ne l'ai pas placé dans son contexte, hein. Ce n'est pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est quand même le contraire du féministe, c'est ce que je veux dire. Est-ce que quand on accuse les religions, est-ce qu'on veut dire que Dieu lui-même il est masculiniste, c'est-à-dire il est le contraire du féministe, ou bien on veut dire qu'à la base des religions se trouvent les hommes avec petit h? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que les religions sont un ensemble d'écrits qui ont été créés par l'homme avec petit h, donc puisque les femmes n'avaient pas les mains dans les affaires, donc les hommes ont rédigé peut-être le Coran, la Bible et la Torah, et ils ont mis tout ce qu'il y a dedans, du coup ils ont disqualifié la femme. Ou bien c'est Dieu lui-même qui est plus masculiniste que féministe. Parce que si c'est cette optique que nous devons voir, alors on doit... ça fait rire, monsieur. Si c'est cette optique que nous devons voir, alors nous devons suivre la logique selon laquelle on a donné certaines choses à la femme, on lui a retiré d'autres choses qu'on n'a pas donné aussi à l'homme et à qui on a retiré aussi d'autres choses. Alors c'est cette optique-là que nous devons suivre, selon moi. Mais les experts sont là, sûrement ils vont m'aider. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Merci. J'ai aimé la façon dont l'interactivité s'est produite et j'ai aimé les questions qui ont été posées. Merci Robert, merci à l'auteur pour son exposé, pour ce livre-là. Vous savez, on est aujourd'hui dans un train qui parle de relations, de rapports sociaux et de genre. Il a dit qu'il ne veut pas parler de genre parce que le genre englobe plus que la femme. C'est toutes les catégories de la société qui ont besoin que justice soit faite et pour qu'ils soient au même pas que les autres. Moi, je suis confuse. En même temps, j'ai besoin de poser des questions. J'ai besoin de poser des questions parce que j'ai vu un peu dans le discours de Amadou Traoré un nostalgique des valeurs ancestrales. Nos identités sont porteuses de ces valeurs-là. Que nous le voulions ou pas, même si nous sommes des grands sociologues, des grands scientifiques, l'impact des valeurs qui nous ont modelées se ressent en nous, indéniablement. Il y a des questions dont la réponse m'a laissé sur ma faim. Quand Robert a posé la question selon laquelle est-ce que les deux enfants issus de la même femme et que un, il est ministre, et ministre c'est parmi tant d'autres postes, voilà, en tout cas il n'est pas sur un chemin dérapé, mais l'autre dérapé se retrouve en prison. Je reviens là-dessus parce que c'est important pour moi. Il a dit, est-ce que la réussite, le symbole de la réussite, c'est être ministre? Il est au Bélédougou, je m'en vais au Bélédougou avec lui. Monsieur Traoré, un jour, j'étais au Bélédougou, j'ai causé avec un vieux.
Et il m'a donné la définition de l'homme, l'être humain, ma. Akundemso, en fait, avec fort koni iye maye, ni ma be se ka jigi da kan parce que be se ka kota ka boaka. Ako fatote maye. Kuma chama banga du kono ti maye parce que te se ka kota ka bo mo kan. Donc Maya ici est liée à l'utilité de l'être humain vis-à-vis des autres. Ko ani ma chaman be anu e balmaye ibe se ki jigida o kam mo te kota ka boy kan ko te maye. La notion de la réussite, je viens à ça, cette notion n'est pas liée forcément au fait d'être ministre ou au fait d'avoir de la fortune, comme vous l'avez dit. Et je sais que Robert, quand il a posé cette question, en illustrant avec le poste de ministre, c'est un poste parmi tant d'autres. Mais c'est pour dire, c'est une personne qui est dans la société sur la bonne voie et l'autre se trouve en prison parce qu'il a emprunté une voie qui est tordue. Est-ce que ces deux personnes issues de la même mère, de la même femme, peuvent illustrer le fait que ni Mousso Mouniona a Dembe Barka? Pourquoi l'autre a dévié, pourquoi l'autre n'a pas dévié? La réponse aurait été vraiment capitale pour la compréhension de certains discours que la tradition porte à l'égard de la femme, qui ne sont pas des discours avérés, mais nous l'écoutons dans la socialisation, nous nous y soumettons. Sinon que, les rapports, oui. Rapidement, le traditionnaliste à qui j'ai posé cette question m'a donné sa réponse. Vas-y. Il me dit que c'est là part de la conception de ces deux enfants. C'est-à-dire que celui qui a réussi là a été conçu pendant que la mère était bien ouverte, bien réceptive à son mari. Mais que l'autre qui échoue, alors a été conçu pendant que sa mère faisait du kononjugoya à son père. Je savais que ça allait venir à ça. Je savais. Ce que je veux dire, nous sommes dans un débat scientifique, mais même la science peut aussi être entachée de dogmes. D'accord? Moi, j'appelle valeur. Quand je dis valeur, c'est tout ce qui est positif et qui mérite d'être transmis. Moi, j'appelle valeur cela. Vous avez parlé de tradition, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont exportées et importées aujourd'hui qui viennent de chez les autres. Si on ne fait pas attention, ça va jouer sur nos traditions. La tradition, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle évolue. J'écoutais l'autre jour un chercheur sénégalais qui dit que le Sénégalais pense que le riz est partie intégrante de son alimentation depuis les temps immémoriaux, que ça fait partie de sa tradition, alors que c'est faux. La tradition du riz dans l'alimentation du Sénégalais n'est venue qu'avec le colonialisme. Ils pensent aussi que la lutte qu'ils ont instaurée chez eux là, entre les hommes, que ça fait partie de leur tradition, alors que c'était un commandant colon qui aimait voir les Noirs se battre, se donner des coups, des coups, et lui il trouvait son plaisir en cela. Et depuis ça, ça a devenu une tradition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traditions sont immuables, elles se construisent. Ce que nous voulons, moi je pose la question, vous avez des filles, moi j'ai des filles, vous avez des garçons, j'ai des garçons. Ce dont nous parlons aujourd'hui dans notre société, c'est que si nous consentons l'effort d'envoyer nos filles et nos garçons à l'école, est-ce qu'il ne faut pas aussi que nous battions pour que ces filles et ces garçons aient les mêmes chances, la même égalité de chances sur le plan de l'accès de l'école, sur le plan du maintien à l'école, sur le plan de la promotion professionnelle quand il finit, sur le plan de l'accès aux ressources, sur le plan de l'accès à l'emploi, de l'accès aux services? Est-ce que cela est juste ou pas? Est-ce que cela est juste ou pas? Que cela soit importé ou pas, dans la mesure où nous nous battons pour nos enfants, ce n'est pas une lutte noble, oui ou pas, ou non?
il y a des traditions. Moi, j'étais en train de faire un atelier de genre avant-hier ici à Bamako, rive droite. J'ai rencontré une femme soninké, qui est DECAP, qui m'a dit la tradition de chez eux à Nyoro, c'est que depuis que la petite fille naît, quand on l'excise, on coupe. On la coupe. On la coupe. C'était sa tradition, monsieur. On la coupe. Pour qu'aucun homme ne puisse l'approcher, elle n'approche aucun homme. Jusqu'au jour de son mariage, elle est redéchirée et on l'offre à son homme pour qu'elle honore sa famille. Je lui ai posé la question, c'était votre tradition, est-ce que vous avez eu les filles? Elle a dit, elle a des filles. Est-ce que la même tradition s'est perpétuée sur elle? Elle a dit jamais. Ce que je veux dire, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est obligé de faire les tris. Tout ne peut pas être jeté. Nos traditions nous modèlent, modèlent notre identité. Mais cette identité reste ouverte au monde. Nous voyageons, nous avons des contacts avec les autres qui ont un impact sur nous. Et obligatoirement, ça ne peut pas se faire comme si ça n'a pas existé. Donc ces traditions, toutes ces traditions qui portent, qui atteignent à l'intégrité de l'être humain, que ce soit l'homme ou la femme, moi je pense qu'il faut les revoir et aller avec ce qui est bon. Je suis sûre que même si c'était la tradition du Bélédougou, lui, il n'allait pas le faire sur sa fille. Je suis sûre que lui, aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui défend toutes ces valeurs ancestrales, je suis sûre que s'il envoie sa fille à l'école, il envoie son garçon à l'école, il va se battre pour les deux, pour qu'il ait le même épanouissement. Il ait les mêmes chances de réussite, les deux. Je reviens à ceux qui ont cité les mères plusieurs fois. Et j'ai aimé une femme que j'ai lue dans toutes ses œuvres, Adamba Konaré, qui dit, dans le dictionnaire des femmes célèbres, il dit que la femme est la mère, si dans nos sociétés, si elle n'avait existé, il fallait la créer. Parce que les hommes honorent, vénèrent, respectent la femme à travers la mère. Mais il n'y a pas que la mère. Il y a la conjointe, il y a la sœur, il y a la fille. C'est pourquoi dans mes ateliers de genre, chaque fois quand on vient avec cette réticence et cette grande polémique, j'ai dit, le monde que nous voulons construire, c'est un monde de demain, c'est un monde pour nos filles. Qu'on le veuille ou pas, ce monde a changé. Ce que nous voulons, c'est de nous interroger, est-ce qu'un jour on sera heureux lorsqu'on va prendre nos filles et les offrir à des bourreaux qui vont les battre, qui vont casser leurs bras, qui vont leur dire, vous avez fait 7 ans après le bac, vous n'allez pas travailler. Est-ce que c'est ce monde que nous voulons pour nos filles? Non. Je suis sûre qu'aucun père ne veut ça. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, avant que vous n'arriviez, les pères sont les plus progressistes, c'est les premiers féministes, je ne dirais même pas masculinistes, du monde, les frères et les pères. Parce qu'aucun frère ne voudrait qu'on touche à sa sœur, aucun père ne voudrait qu'on touche un cheveu de sa fille. Tous se battent pour elle. Donc, quand nous parlons de ces relations, de ces rapports-là, il ne s'agit pas du rapport uniquement de l'homme avec son épouse, mais nous sommes en train d'œuvrer aussi pour nos filles et pour tous ceux qui sont en train de parler ici. Ces jeunes qui sont là et ces jeunes qui nous écoutent, qui sont au train ici, il est important de dire que ce qui est réel, c'est qu'il y a un travail de justice à faire. Créer l'équilibre entre je ne vais même pas parler d'oppression ou d'autres, mais la représentativité même des femmes sur la scène, que ce soit plus public, que ce soit au niveau de l'école, est un travail que nous devons faire parce que nous avons nos filles. Travailler à ce que la violence soit réduite et au niveau des femmes et au niveau des hommes, c'est un travail que nous devons faire pour le monde de demain, pour nos filles, parce que nous avons nos filles et nous nous soucions d'elles. C'est pourquoi moi je dis, je ne parle pas d'égalité. Il faut essayer de créer l'équilibre. Tant qu'on ne crée pas l'équilibre, ça va barder. Parce que quand on a 52% d'une population qui est constituée de femmes, on ne peut pas fermer les yeux et dire qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de mariage précoce, il y a des problèmes d'accès à l'école, même si l'accès à l'école aujourd'hui est de moins en moins. Parce que moi, je suis au niveau des écoles, je vois souvent 53 filles contre 47 garçons. Et là, il faut l'équilibre, même là. Il faut que
les deux partent à l'école. Parce que quand elles finissent, elles vont se marier avec ces garçons-là qui sont déscolarisés ou bien qui ont abandonné. Il y a des problèmes de comment faire venir. La question de la discrimination positive dont il parlait avec les tablettes, et aussi il en a parlé ici, on dit il faut amener les femmes coûte que coûte. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a vu un certain déséquilibre, comment prendre des mesures pour vraiment équilibrer. On n'a pas intérêt à jouer favorablement pour une couche au détriment d'une autre, parce qu'on a des frères aussi, on a des fils. Et on n'a pas envie que les déséquilibres soient du côté des hommes pour qu'un jour les femmes aussi les trimballent comme elles veulent. Donc moi je joue sur la question de l'équilibre et vraiment les questions que j'ai envie de poser c'est celle-là. Est-ce qu'il est nostalgique des valeurs ancestrales, mais il y a certaines valeurs, est-ce que toutes sont à transmettre, hein? Est-ce que toutes sont à transmettre? Est-ce que c'est battre pour ces filles et pour ces garçons pour avoir un équilibre, pour que chacun ait un épanouissement humain? Ce n'est pas une cause noble et juste. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut réagir avant de donner la question aux autres, la parole aux autres. Merci beaucoup, cher Diko. Et merci, cher Fatoumata Keita. J'ai beaucoup apprécié son intervention. La question des rapports sociaux des sexes est très sensible. Et au point que, pour parler par rapport à ce qu'on va dire, et il y a parfois des tensions, parfois de l'émotion. Donc ce qui fait que même en écrivant, ça arrive, donc il faut écrire, il faut réécrire. Parfois face à certaines pensées, il faut faire allusion à sa propre fille, pour être juste. Pour parler de la femme, je ne veux pas parfois faire référence à ma femme. Je fais soit référence à ma mère, soit référence à ma fille ou à ma soeur. Parce que à la femme, il y a une réciprocité parfois conflictuelle qui peut amener à biaiser la pensée. Alors quand elle a parlé de la scolarisation des filles, est-ce que je vais prioriser mon garçon? Voilà, contrairement à la fille. Et pour ceux qui ont lu le livre, ils n'auront pas mon point de vue personnel. Et même si j'explique, j'ai voulu être le plus scientifique possible afin de ne même pas donner ma propre position de tout ce qui se passe. Parce que c'est un livre ici, non seulement de la recherche, mais aussi des réflexions personnelles. Alors, elle a évoqué la tradition. Bon, peut-être que ça peut être un lapsus si j'ai parlé de la tradition. Mais je pense avoir parlé des valeurs et non de la tradition. Ok, si j'ai parlé, c'est un lapsus, et à la place, j'aurais dû parler des valeurs. Les valeurs évoluent. Au temps de mon grand-père, on ne s'habille pas comme ça. Mais moi, je m'habille comme ça, et c'est ordinaire, ça passe. Demain, peut-être on peut s'habiller autrement. Alors, si on parle de valeurs, la valeur évolue. Mais la tradition est statique. Il y a la valeur traditionnelle, il y a l'émotion au sens webérien du terme. Et il y a les valeurs, ce qu'on appelle les actions rationnelles en finalité, en valeur. Et filles et garçons sont égaux. Je pense que pour ceux qui vont lire les livres, ils auront cet accent. Voilà. Oui. C'est ça. Sinon, si je défends une catégorie, je pense que ce n'est pas mon souhait. Même dans les livres. Et à chaque fois que j'écris aussi, c'est pour cela que je me suis fait accompagner par ma femme. À chaque fois que j'écris, j'ai dit, bon, peut-être que c'est une pensée masculine,
Et il faut valider ça. Donc, je la fais lire. Donc, elle lit et me dit, bon, là, ce mot est lourd, hein, il faut enlever ça. Je donne à d'autres femmes afin qu'elles lisent. Parce qu'on est là pour une société qui est, comme je l'ai dit, désorganisée. On avait une société traditionnelle avec des valeurs. Alors ces valeurs ne peuvent pas être opérationnelles dans la société actuelle. Mon objectif, ce n'est pas de revenir à ces valeurs, et j'ai même dit qu'il ne s'agit pas de faire ces catégories une référence. J'ai eu à le dire. Si j'évoque telle situation, il ne s'agit pas d'en faire une référence. Mais c'est évoquer la situation de ces femmes qui vivent telle situation, en tout cas qui mérite beaucoup de réflexion. Et c'est pour cela que j'ai mis un peu d'accent sur ça. Parce qu'on parle de femmes, en réalité, il faut descendre encore pour voir que la situation est encore pire. C'est pour cela que je parle des scènes parfois tragiques. Et pour dire que tout n'est pas rose, et je l'ai dit dans mes propos ici aussi. À chaque fois que je parle, je dis que tout n'est pas rose. On doit être sélectif. Parce que tout n'est pas bon ici, chez nous. Mais tout ce qui nous est envoyé aussi n'est pas bon. Il faut être sélectif à ce niveau. Il faut trier. Alors, par rapport à tout ce qui est là. Et il y a eu beaucoup de questions, parce qu'elle a, dans tout ce qu'elle a dit, la réussite de l'enfant. Parce qu'elle a tenu à ce que je donne une position à ça. Et pourtant, j'ai voulu répondre la question et en laissant beaucoup d'embâches, en tournant un peu autour. J'ai fait exprès. Mais ça ne l'a pas échappé. Ça ne lui a pas échappé. Alors il faut que je revienne sur ça. La réussite est multidimensionnelle. D'abord, la réussite, c'est quoi? Ce qui est réussite chez peut-être toi n'est pas réussite chez moi. Donc la réussite est relative. C'est comme le développement. Tu ne peux pas dire que quelqu'un qu'il est pauvre pendant que il ne dépend pas de toi. Alors, le développement ou la pauvreté aussi est relative. Peut-être que tu veux la villa, l'autre veut autre chose. Ce n'est pas son problème. Alors, de la même manière, la réussite aussi est relative et multidimensionnelle. Et si je dis multidimensionnelle, à un moment donné, je suis sorti du cadre scientifique quand il m'a posé la question selon mon opinion. Donc ça, ce n'est même pas scientifique. C'est pour cela que j'ai parlé de la femme normale, de la bonne femme. Et le mot, je l'ai utilisé, je n'aurais même pas utilisé ça si tu me demandes. C'est un mot qui m'a échappé, mais il dit selon moi. Donc si c'est selon moi, ça c'est mon sentiment qui est questionné. Alors, chacun a à l'idée le type de femme qui est appelée entre parenthèses bonne femme ou mauvaise femme. Mais en sociologie, si on entre dans ça, on sort de la science pour embrasser un cadre normatif. Et c'est pour cela que je dis que toute femme est bonne, parce que tout est relatif. Tout est relatif. Et si on se met dans ce genre de discours, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. C'est pour cela que je vais rester dans le cadre scientifique. Mais je me suis référé, j'ai fait référence à des auteurs tels que Ibrahim Ali. Il dit que notre société accuse les femmes. Je l'ai cité, le passage. Et Ali Tunkara, docteur Ali Tunkara aussi, dans son livre, l'a mentionné aussi. La réussite de l'enfant est imputable à la qualité de sa maman. Mais à ce niveau, la réussite, c'est quoi? On pose la question et on revient à ça. L'autre est ministre, l'autre est en prison. Est-ce que c'est la force de la maman qui a fait que l'autre est devenu ministre? Et la même maman, est-ce que ce n'est pas la même force? Il a donné une explication et qui parle aussi de la soumission, parce qu'au moment de la conception de l'autre, la maman était soumise. Bon, ça revient à la même chose. Et c'est pour cela que... Voilà. Ouverte. Ok. Donc, ce qui fait qu'on est scientifique, mais on a une dose des valeurs locales en nous. On ne peut pas se débarrasser de ça.
on ne peut pas être à 100% scientifique. Quel qu'en soit alpha, on a une dose des valeurs. Cette fois-ci, je ne parle pas des traditions, mais des valeurs en nous. Et si on se comporte comme ça, parce qu'on est adossé à des façons de faire qui sont admises dans nos sociétés, ce que nous appelons les faits sociaux. Alors les faits sociaux s'imposent à nous, parce que c'est des pratiques qui existent il y a longtemps, ça évolue, mais à pas des caméléons. Mais à vouloir les forcer, on cause d'autres problèmes. Parce que c'est vrai, on veut le changement, mais il faut que ces changements s'opèrent à long terme. Donc long terme, à travers des générations. Oui, mais je reviens à Diko qui a demandé si Dieu n'est pas masculiniste. Donc ça m'amène à dire que cette question de féminisme sera toujours problématique. Dans la mesure où elle est évoquée dans le Coran, elle est évoquée dans la Bible, des documents qui n'évoluent pas. Donc ce qui fera que on va toujours se référer à ça et la femme va toujours subir à ce niveau. Donc dire que Dieu est... Bon, on met ça dans notre contexte pour qu'on ne puisse pas interpréter ça autrement ailleurs, mais il faut se dire que cela ne dépend pas de nous. Ça nous transcende, toi, moi et d'autres. Si l'enfant ni déniana bat et fait betado mais ni achena c'est pour la maman seule. Pourquoi on dit ça? Donc l'homme est insensible à ça. Pourquoi on ne dit pas que ni achena fa fait nobala parce que l'homme n'a pas pu être là pour l'éducation de son enfant. Voilà. Pourquoi attribuer l'échec de l'enfant à la maman? Pourquoi pas au papa aussi? Voilà, c'était ma question. Bien, je voudrais faire des observations sur le fond même de l'ouvrage. Je ne comprends pas pourquoi l'auteur a mélangé, sinon mélanger c'est trop dit, l'auteur a employé à la fois beaucoup de styles dans le même ouvrage. Moi je m'attendais à un essai dès que j'ai vu le titre de l'ouvrage, mais je pense qu'au début il a dit qu'il est à la fois je sais pas, essayiste, romancier, poète, tout ceci est représenté dans l'ouvrage. Je me demande pourquoi, parce qu'en matière de méthodologie de recherche, c'est ce que chaque fois les professeurs reprochent aux étudiants que nous sommes. Mais un professeur de surcroît, enseignant-chercheur, qui, je vais dire, mélange ces mêmes styles dans le même livre, dans le même document, c'est une innovation par rapport à ce qu'on nous a enseigné jusqu'ici, ou bien n'y a-t-il pas d'innovation? C'est la question que je pose. Maintenant, par rapport au premier chapitre, vous nous avez invité d'élargir la réflexion sur femmes maliennes entre abus et endoctrinement. Je vois tout de suite une prise de position à la lumière du texte d'Ali Tsunkara pour dire que voilà, c'est des femmes qui subissent effectivement des abus. Mais je pense qu'il faut élargir la question. Élargir la question, vous m'excusez si je suis un peu long, parce que quand on fait, de mon point de vue, un ouvrage sur les rapports des sexes, surtout de la part d'un chercheur, il faut rendre compte de la littérature qui est autour de ce thème. Je pense que c'est capital. Et c'est capital pourquoi? Parce que ça permet de voir ce qui est dû ailleurs et ce qui se passe chez nous. Et ça m'amène à me demander s'il existe véritablement une question féministe au Mali. C'est la question qu'il faut se poser. Et je partage largement le souci de Magma. Il ne faut pas transposer et transplanter les valeurs. Ce qui se passe en Occident n'est pas forcément similaire à ce qui se passe chez nous. Par exemple, en Algérie, le Front islamique du Salut disait, savez-vous pourquoi il y a du chômage? Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Donc, mettez les femmes au foyer et tous les hommes auront du boulot. Et à partir de là, il y a eu l'existence d'une question féministe. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le cas un peu partout. Donc, il faudrait faire attention à ne pas tellement transposer pour amener la société finalement à la déshumanisation. Merci. Et je pense qu'on a déjà abordé cette question, mais en parlant du rôle de la femme dans la conception de l'enfant, dans l'éducation de l'enfant et tout. Mais dans le sens de la société, on s'inspire des acteurs ou des personnages historiques, de leur vie, voilà, de leur réussite et de la qualité de leur maman. On parle de Bouton Koulibaly, sa maman était comme ceci, elle était comme cela, Sundiata Keita, sa maman. Donc, on se réfère à des cas. Bon, cela peut scientifiquement ne pas avoir une valeur, mais sur le plan local et culturel, ça peut avoir un sens. Mais le sens quand même dépend
de la pensée de la société sur sa propre histoire, c'est-à-dire les personnages historiques dont la réussite a été jugée comme dépendante de leur maman. Et on a de ces exemples. Et on continue à nous référer de ces traditions. En valeur, je pense que ça évolue. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se démarquer de cette façon de voir pour dire que la réussite d'un homme ou d'une femme dépend de sa sérénité, de son courage. Et la bonne femme n'est pas forcément la femme qui se soumet. Voilà. Et même la notion de la femme soumise aussi évolue. La notion de la femme ouverte aussi, ça évolue. Il y a des mères célibataires dont les enfants réussissent. Alors à ce niveau, les pères, ça se discute. Mais la mère, elle ne change pas. Donc c'est pour cela qu'on met l'accent sur la mère. Le père, on peut passer à côté. Je pense que vous me comprenez. Mais la mère, quand même, elle ne change pas biologiquement. Donc c'est ce qui explique un peu pourquoi l'homme est relativement exclu de cette réussite. Sinon, on sait bien que l'homme joue un rôle, parce qu'on dit que l'enfant doit chercher la bénédiction des parents, mais avant, c'est les parents qui doivent chercher la bénédiction de l'enfant, parce qu'il faut le nourrir, il faut l'éduquer, il faut tout. Donc c'est les parents qui se soumettent d'abord, avant le tour de l'enfant. Les pères jouent un grand rôle dans ça. Voilà un peu les éléments de réponse à votre question. Ok, pour le dernier intervenant, c'est un peu complexe. Je n'ai pas pris de notes, mais si je mets des passages, il peut revenir là-dessus. Il a parlé des questions de méthodologie. Alors, oui, on avait commencé par ça. Et ça fait partie de... C'est votre première question par rapport au livre. Je ne sais pas si vous étiez présent quand il a posé cette question. Voilà, je me suis dit, c'est la façon d'aborder aussi la chose. Parce que si on parle de méthodologie, la méthodologie est beaucoup relative. Donc en parlant de méthodologie, il n'y a pas de méthode standard. C'est toujours, parfois on parle des questions d'école et aussi il y a des innovations. Alors ici, j'ai abordé la question dans un sens évolutionniste, de la horde à la horde, et en me focalisant sur un exemple sous forme de fiction. Donc, il peut donner au lecteur une idée des rapports sociaux de sexe, d'un type, parce qu'il peut en exister beaucoup dans la société et même au sein de la même société. Ça évolue d'une ère culturelle à une autre, d'une ethnie à une autre. Mais je me suis juste focalisé sur un cas pour donner une idée au lecteur. Donc, ce passage qui est au roman, dans l'essai ou ce qu'on appelle l'étude, n'est qu'un exemple, une illustration. Sinon, le livre même, c'est de la horde à la horde. On pouvait omettre l'autre. L'idée continue de la horde, et à partir de la horde, j'ai mis 3 points de suspension. À la horde, j'ai mis 3 points de suspension avant de commencer. Donc ça veut dire que le passage qui est au milieu, on pouvait l'enlever. Mais en le mettant, ça donne un autre sens au livre. D'accord. Alors, votre dernier mot, mais sur une question, qu'attendez-vous de ces riches livres? Merci beaucoup. Et riche livre, ça me va directement au cœur, droit au cœur. Voilà. Et je pense que c'est un lecteur. Vous êtes un lecteur. Oui, je peux expliquer pourquoi même je dis riche. Hein? Voilà. Donc, riche par la combinaison des genres. Dans le livre singulièrement, comme il a parlé de méthodologie, j'ai fait quelque chose que d'autres ne font pas forcément. Voilà, au début, où il y a ma signature. J'ai dit, si tu veux m'écrire, fais-le par le biais de mon éditeur ou de mon email. J'ai donné mon email. Et si tu savais comme tu m'aides en me critiquant ou en m'engueulant, ma plume alors s'enrichit. Ça, c'est l'humilité scientifique. Et je suis enseignant, mais
je me conçois comme un perpétuel apprenant. J'apprends, même à partir de vos questions, j'apprends. Et les écrivains au Mali, on écrit, mais l'écriture, c'est un fardeau. Il faut des nouilles blanches pour réfléchir, pour écrire. Et après avoir écrit, on n'est jamais parfait. Il faut se faire lire et relire par d'autres. Il n'est pas facile d'avoir un lecteur. C'est un problème. Après la lecture, on a le manuscrit. Pour l'édition, c'est un autre début de commencement. Après l'édition, l'investissement, c'est un autre débit. Alors ici, au Mali, on ne produit pas pour avoir de l'argent. Ailleurs, on peut s'enrichir. Parce que les gens ont la culture du livre. Les gens lisent. Et même la gratuité, ils n'en veulent pas. Parce qu'on sait que la connaissance, ça n'a pas de prix. Mais ici, plutôt, on veut que ouais, c'est cher. À 10 000 déjà, on dit que c'est cher. Ou le voisin dit, ah, netadou. En ignorant que c'est des millions qui sont investis comme ça. 2 heures de travail. 2 heures de travail. De réflexion. Voilà, du financement. Ce qui bloque beaucoup, sinon beaucoup ont le talent, ils veulent écrire. Alors si l'État pouvait fournir des efforts à ce niveau pour venir en aide aux écrivains, afin de subventionner ces secteurs, je pense que nous avons beaucoup à dire sur notre société. Parce que ce qui est dit sur notre société est généralement l'œuvre d'autres qui ne sont pas forcément de la société et qui ne connaissent pas forcément des réalités de la société. Et ce qui fait que ce qui doit être dit par nous, s'il est dit par d'autres, peut-être il se dira contre nous. À ce niveau, je veux qu'il y ait des efforts, en tout cas pour la promotion de l'écriture au Mali. Et en ce qui concerne les rapports sociaux des sexes, je donne une position personnelle ici, en dehors des analyses scientifiques. D'accord. En parlant du genre, on a cette intention qu'il s'agit de la promotion de la femme. Les femmes doivent refuser cela. Je suis dans le sens de Simone de Beauvoir. Quand Simone de Beauvoir dit qu'on n'est pas femme, on le devient, c'est pour dire que la femme doit se battre. Elle ne doit pas accepter la complaisance. On ne doit pas accéder à des postes parce qu'on est femme. Mais il faut cultiver la compétence aux femmes. Les femmes ont le talent. Mais la femme malienne, je parle de façon globale, a tendance à vouloir se faire prendre en charge par l'homme. Même les collègues du service. Lors des missions et autres. Les femmes doivent sortir de ça. Avec l'accès des filles à l'école, avec la promotion des leçons modèles, ainsi de suite, qui renforcent les capacités. Et je reviens à l'article 52. On pense qu'il faut mettre en application l'article 52, parce que c'est l'article 52, je suis contre ça. Je vous donne un exemple. L'article 52, il ne s'agit pas de la promotion que des femmes, parce qu'on dit le minimum pour chaque catégorie. Au moins 30% pour les hommes et au moins 30% pour les femmes. Au minimum pour chaque catégorie. Moi, je préfère que cela soit fait sur la base des compétences. Lors des législatives, les 30% des femmes, c'est vrai, on a plus de 30% de femmes dans l'Assemblée. Mais c'est pour les mettre devant les faits accomplis, parce qu'on amène des femmes qui ne sont pas forcément à la hauteur. Elles ont été choisies parce que tout simplement elles sont femmes. La société ne doit pas accepter ça. Même si c'est 100% des femmes, je ne suis pas contre ça. Ou 80% des femmes, je ne suis pas contre ça. Mais il faut mettre l'accent sur l'excellence. Ce qu'on appelle la méritocratie. Et pour cette méritocratie, il faut positionner les femmes afin qu'elles puissent être à la hauteur. Mais si on les prend parce qu'elles sont femmes,
c'est pour les mettre devant les faits accomplis et c'est de l'humiliation qu'elles vont sentir. Après cette élection, après la constitution de l'Assemblée, plus de 30% des femmes, dans les postes de responsabilité, il y avait combien de femmes? Donc finalement, c'est pour venir applaudir. Donc il faut revoir ces fondements afin de repenser les textes autrement pour que la femme puisse accéder aux instances, mais qu'elle puisse valablement jouer son rôle. Donc, au lieu de donner 30% à des femmes choisies tout simplement parce qu'elles sont femmes, je veux qu'il n'y ait pas cette question de quotas ou de parité, mais cette question doit se focaliser sur la compétence. Et pour ce faire, jouer sur les faits sociaux. J'ai dit que ça évolue, mais il n'y a pas de caméléon. À partir de l'école, ça commence. Il faut cultiver ce qu'on appelle le leadership. Les femmes, c'est des leaders, mais il faut développer en elles ce leadership afin qu'elles sortent de ce qu'on appelle dans les jargons féministes l'éternel féminin. Qu'elles ne restent pas sous, en tout cas, ces carcans de complaisance. Alors, les femmes, je les pense comme des mamans. On ne peut pas penser du mal à sa mère. Je les pense comme des sœurs. On veut le bien pour sa sœur. Je les pense comme ma fille. J'aime bien ma fille, je veux qu'elle aille à l'école. Et je veux qu'elle s'épanouisse. Et ce qu'on appelle, je souhaite ça à toutes les femmes. Parce que j'identifie toutes les femmes à ma fille. Je ne veux pas que ma fille ait accès à une position parce qu'elle est femme. Et pour ce faire, je contribue à son éducation. Je contribue à son épanouissement et je sais qu'elle va se battre pour atteindre les fonctions. Et je pense qu'il faut agir comme ça. Je vous remercie. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'était votre train littéraire alors qu'il recevait M. Amadou Traoré, rapport sociaux de sexe au Mali. Faut-il redéfinir le féminisme? Et j'aimerais qu'on se quitte encore sur cet extrait du poème Souffrance. Ne vous lassez point. Ne doutez point de la positivité de l'ordre naturel qui aura toujours le dernier mot. Vous ne serez jamais abandonné par le firmament qui vous met à l'épreuve. Méfiez-vous de la tentation, surtout du bonheur immédiat et de la facilité. La souffrance est un maître. Merci à toutes et à tous et au revoir.